Ouais. Je vais juste dire un mot parce qu'on est assez pressé en fait. Donc Patrick Giraudoux est professeur émérite à l'Université de Franche-Comté où il était écologue. Et c'est aussi l'un des rédacteurs de l'IPB, du projet du document Nexus de l'IPBES. Donc le dernier document produit par l'IPBES. Voilà. On y va? Oui, on y va. OK. Bon, déjà, merci de l'invitation de l'Union des rationalistes. Un grand salut à François Ramade, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un personnage majeur de l'écologie française. Quand il était étudiant, quand j'étais étudiant, il y avait déjà deux livres, Écologie fondamentale et Écologie appliquée, qu'on devait pratiquement apprendre par cœur si vous voulez être digne de faire de l'écologie. Et donc, je suis content de le voir ici et de le voir en pleine forme. Donc, bravo François. Voilà. Alors, donc, la demande de l'Union des rationalistes était que je vous expose les résultats de l'évaluation Nexus de l'IBES. Alors, on dit IBES normalement, hein. IPBES, c'est toujours un peu pénible à lire, et qui était une commande d'un organisme que les gens ne connaissent pas beaucoup, hein, mais qui était sur le, comment dire, que les gouvernements, je vais vous expliquer après, souhaitaient avoir des renseignements sur les liens qui existaient entre biodiversité, eau, alimentation et climat. C'était la commande. Alors, l'IBES, en deux mots, c'est le GIEC de la biodiversité. Donc, c'est un organisme onusien. Il y a 150 États signataires de la charte de l'IBES, donc participants qui sont membres de l'IBES, hein. Les rédacteurs, nous, on n'est pas membres de l'IBES, on est des experts qui travaillent à l'IBES, c'est pas du tout la même chose, hein. Et il y a déjà eu, je crois, 13 rapports qui ont été déjà rendus, dont un majeur en 2019 sur constatant l'érosion de la biodiversité. C'est pas le seul, hein. L'IUCN en a produit aussi, le WWF en produit régulièrement. Mais l'avantage ici, c'est que c'est la parole scientifique, comme le GIEC. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans un rapport de l'IBES est appuyé par de la littérature qui a été examinée par des scientifiques dans un cadre pluridisciplinaire. Alors, il y a tout un tas de contraintes, mais qui sont des contraintes chouettes, je veux dire. Déjà, il faut qu'il y ait une répartition mondiale des experts. Il faut qu'ils soient pluridisciplinaires dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va des sciences humaines aux sciences les plus dures. Et puis, il faut que la parité soit assurée, ce qui était le cas ici. Je crois même qu'il y avait une majorité de femmes, ce qui nous change un peu. Et donc, c'était très bien. Alors, comment ça se passe? Je vous le fais court. Euh, un, un- un dialogue existe entre ce qu'on appelle le Multidisciplinary Expert Panel de l'IBES, donc c'est un panel de scientifiques qui ont été sélectionnés, et les gouvernements pour décider régulièrement de quel sujet est d'intérêt est à mettre à l'ordre du jour. Donc, dans ce cadre-là, on définit ce qu'on appelle un scoping report. Et ce scoping report, s'il est validé par les 150 États membres, c'est 150 depuis mars dernier, c'était 147 l'an dernier. Donc, s'il est validé par les 150 États membres en plénière, à ce moment-là, il déclenche ce qu'on appelle une évaluation. Vous envoyez la timeline ici, hein, c'est-à-dire que c'est 3 ans en général, avec des itérations qui consistent à faire un premier rapport qui est soumis à évaluation publique, puis un deuxième rapport qui est soumis à évaluation publique toujours, mais avec une assistance des gouvernements, et enfin ce qu'on appelle un summary for policymakers, parce que les rapports finissent toujours par être épais, même si on est limité en place. Le rapport Nexus dont je vais vous parler, c'est 1700 pages. Personne ne peut lire un truc pareil, hein. Donc, pour les politiques, ça se réduit à 50 pages, hein, sur lequel on extrait la subscientifique moelle, mais les 1700 pages permettent de revenir éventuellement aux publications initiales qui justifient telle ou telle affirmation. Alors, c'est un travail collectif, vous voyez ces gens-là. On a pleuré quand on s'est quitté parce que, curieusement, bien qu'on venait de différents milieux, de différentes disciplines, etc., la mayonnaise a pris tout de suite et on a pu d'emblée travailler en pluridisciplinarité, ce qui était quand même assez plaisant. Alors le problème, on l'a déjà évoqué, mais on va le voir de façon transversale. Hein, le monde, il est confronté à des crises qui sont interdépendantes, de perte de biodiversité, d'insécurité hydrique et alimentaire, de santé et de changement climatique, et elles s'amplifient les unes les autres. Alors moi, on parle de crise, c'est pour être politiquement correct. Je ne pense pas qu'on soit dans des crises. On a déjà basculé dans un monde qui est plus fluctuant et plus imprévisible. Et donc, ce n'est pas des crises qui, à un moment donné, vont s'arrêter. C'est simplement, on va vivre du fait du réchauffement climatique, mais aussi avec d'autres raisons, dans un monde qui est plus compliqué par l'amplitude des variations qu'on peut subir, par leur imprévisibilité, par les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est plus tellement des crises. Mais enfin, on continue à les appeler des crises. Alors, par contre, ce qui a été montré, c'est que traiter les choses en silos séparés, c'est-à-dire bien biodiversité d'un côté et puis insécurité hydrique de l'autre, ou bien système alimentaire dans un troisième camp, ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et je vais vous montrer que c'est très contre-productif. Alors, on va faire un petit détour avant d'aller au rapport lui-même pour
pour le cadrer, hein, parce que le sujet est quand même bien biodiversité et souvent on ne voit pas d'où viennent les causes, hein. Une question a été posée, finalement, qu'est-ce qui fait que ça s'effondre pour le moment? Bon, ben, vous en avez au moins une explication corrélative là, hein, c'est la démographie humaine. Vous voyez à peu près qu'on a passé, c'est plus de l'exponentiel, c'est de l'hyperbole à ce niveau-là, en un siècle, de 2 milliards d'habitants à 8 milliards d'habitants. Alors déjà, ça, c'est une performance, biologique en tout cas. Mais en même temps, au 19e siècle, le PIB mondial par habitant était de 605 dollars et le PIB mondial par habitant maintenant est aux alentours de 8000. C'est-à-dire qu'il a été multiplié par 14 fois. Donc en fait, on est 4 fois plus nombreux qu'au 19e siècle, mais 4 fois plus nombreux consommant 14 fois plus. Alors, on l'a dit, c'est totalement schématique comme truc, parce qu'il y a des inégalités énormes entre pays, dans les pays. Donc, les moyennes, là, elles ne veulent pas dire grand-chose. Mais ça donne une image de ce qui se passe. C'est que pour le moment, on a une pression sur l'environnement qui est simplement le résultat de notre démographie et de notre consommation. C'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre raison. Alors, on s'en est pas trop mal tiré jusqu'à maintenant. Vous regardez la courbe, dans la partie la plus linéaire que j'ai un peu étalée pour qu'on la voit mieux, mais la partie quand même de la branche d'hyperbole, on a réussi à nourrir la planète. Alors là aussi, quand je vous dis ça, vous avez le droit de me jeter des cailloux. C'est pas vrai. Il y a encore des gens qui ont faim. Il y a encore des tas de problèmes alimentaires qui se posent, hein. Mais globalement, quand même, on meurt moins de faim maintenant qu'il y a un siècle ou deux. Et ça s'est fait à surface constante. Parce que tout ce qui est cultivable durablement, pour le moment, est cultivé. C'est-à-dire que les extensions qu'on peut voir sur la forêt équatoriale, etc., ne peuvent pas correspondre pour le moment à l'échelle où ils les pratiquent et avec l'intensification où c'est pratiqué à une consommation durable. Alors les résultats, ben, on les a, hein. Premièrement, on a une introduction massive de tout un tas de chimiques. Et là, c'est qu'une liste agricole, hein, insecticides, fongicides, bactéricides, herbicides, régulateurs de croissance, rodenticides, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, mais on a parlé tout à l'heure d'autres types de pollution qui sont simplement liés à notre mode de vie. Deuxième chose, c'est qu'on a un changement structurel qui est une urbanisation croissante des populations humaines. 70% de la population sera urbaine en 2050, c'est pas neutre. Et la conséquence, ben, c'est que cette courbe d'exponentiation de la population humaine est totalement à mettre en parallèle avec l'extinction des espèces. Alors on sait pourquoi, hein. Il y a 5 critères qui ont été pointés en quelque sorte. Alors avec là aussi beaucoup de nuances à apporter selon les échelles de temps, selon les échelles d'espace, selon où on est, hein. L'importance des uns n'est pas toujours équivalente. Destruction des habitats terrestres et marins, on en a parlé tout de suite, Sylvie. Surexploitation des populations animales et végétales, l'océan est bien placé aussi. Changement climatique, oui. Ben, vous voyez, pour le moment, ce qu'on est en train de faire, là, hein, bon, c'est pas totalement du climat, c'est plus de la météo. Mais bon, les pollutions, on en a parlé. Et puis la propagation anthropique d'espèces invasives, ça, c'est quelque chose qui est aussi important, au moins dans les milieux terrestres, probablement en partie aussi dans les milieux marins. Je pense que ça doit jouer quand même, hein. Bon, alors, à partir de là, les constats, ben, c'est ça, c'est quelque part, vous voyez, chaque année, on a entre 50 000 et 70 000 tonnes de produits phytopharmaceutiques en France qui sont vendus, euh, et que quelque part, on voit dans le même temps des choses qui se passent à la fois du côté de la biodiversité, les chutes de population d'insectes notamment, mais en même temps aussi des problèmes sanitaires qui se posent, notamment là, on voit qu'on a une augmentation des cancers de pancréas, les leucémies infantiles sont en train d'augmenter, etc., etc. Donc on a tout un tas de problèmes, mais c'est des problèmes qui sont très difficilement liables, et là je pense à notre collègue juridique, parce que c'est diffus tout ça. Donc avoir une preuve de cause et effet dans un système, c'est très très compliqué, et je pense que les juristes doivent s'arracher les cheveux quand on est face à ce genre de problème. Bon. Alors, la biodiversité, on n'en parle pas tant que ça, donc je suis content que l'Union des rationalistes s'empare de ça, parce qu'on parle bien du réchauffement climatique. Mais la biodiversité, ça passe un petit peu sous le tapis, même si quelque part, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Ça ne manque pas d'émissions de télé, ça ne manque pas de warning dans les journaux. Sauf qu'on n'en voit pas les conséquences. Le réchauffement climatique, on les voit. Alors, la question qui vient derrière, c'est la biodiversité, à quoi ça sert? Bon, alors déjà, ça, c'est une question qui m'énerve. Donc, j'ai envie de dire à rien comme Mozart, allez vous faire foutre. Bon, c'est énervant. Je veux dire, avoir des millions d'espèces à l'issue de 3 milliards et demi et plus d'années d'évolution. Je parle même quand je vois le cosmologue, il voit encore plus dans la profondeur du temps, lui. Bon, pensez à ça, et que toutes ces espèces sont sur une ligne d'arrivée
Ce matin, on nous a dit 99% des espèces, et certainement plus, ont disparu. Bah oui, ça c'est vrai, hein. Donc tous ceux qui sont là, de la bactérie à l'homme, et je ne hiérarchise pas, à ce niveau-là, c'est des gagnants. Bon, c'est quand même pas mal quand même. Est-ce qu'on irait détruire la Joconde ou est-ce qu'on irait détruire une partition de Mozart? Bon. Alors après, ben non, il y a des raisons, hein. Elles ont été évoquées ce matin en grande partie. Sylvie nous en a reparlé aussi. Il y a des tas de raisons. La biodiversité produit quelque chose qu'on appelle des services écosystémiques. J'ai horreur de ce terme-là, hein. Les services écosystémiques, c'est quelque chose qui a été inventé, alors à bon escient, hein, par Costanza et ses collègues à un moment donné, qui est un économiste en fait de l'environnement et qui s'est dit, bon sang, si on n'arrive pas à économiser l'écologie, eh ben, on ne sera pas entendu. Il avait raison, d'une certaine manière. Donc, il s'est dit, essayons de voir ce qu'apporte l'écologie en termes de dollars à la société. Alors, on peut chiffrer ce que ça apporte en termes de pollinisation, ce que ça apporte en termes de régulation des ravageurs, etc. C'est ça, cette notion de service écosystémique. Puis derrière, on s'est dit, bah oui, mais derrière, en même temps, pour que ça se maintienne, il y a des services de maintenance qui n'intéressent pas directement un produit qui sera utilisé par l'homme, mais qui fait que l'écosystème peut exister. Donc, on a cherché à chiffrer ça aussi. Mais c'est vite des impasses quand même, parce que pour des raisons que je ne peux pas trop exposer ici, ça a une utilité, mais il faut ne le considérer que comme une utilité provisoire. Alors, perte de biodiversité, ça veut dire quoi? Alors, ce matin, on a parlé, on a vu des inventaires d'espèces, hein, c'est une manière de voir les choses, mais essayons de voir la biomasse à la surface de la Terre. 83% des plantes, pardon, 83% de la biomasse terrestre, c'est des plantes. Bon, 17%, c'est des microbes, des archées, des virus, des bactéries, des protistes, puis des champignons. Alors, vous me direz, 83 et 17, ça fait 100. On est où? Nous, on est dans les virgules. Le petit truc, le petit triangle en bas, c'est parce que j'ai fait des arrondis qu'on arrive à 80, enfin, qu'on arrive à ça, hein. Alors, si on regarde dans les virgules et qu'on les éclate, les animaux, vous voyez que l'immense majorité, c'est ce qui a été dit ce matin, c'est les arthropodes, hein. Bon, arthropodes dont je vous signale qu'ils sont en chute libre pour le moment. On a des pertes de biomasse enregistrées dans des réserves en Allemagne, des réserves naturelles qui sont de l'ordre de 60 à 80% en biomasse. C'est colossal. C'est en biomasse, hein, je parle, là, je suis le boucher de service, je suis vraiment le poids, hein. Les espèces, on va y venir, hein. Bon. Vous avez les poissons marins, hein, on est d'accord, les poissons d'eau douce, c'est que dalle, hein. Les annélides, je ne sais pas si ça se mange, mais bon, hein. Mais on va se faire un zoom sur les mammifères pour que vous voyez où est le problème. Les mammifères, oui, c'est déjà les dixièmes, enfin les centièmes, voire les millièmes dans les virgules, hein. Mais quelque part, si on regarde les biomasses de mammifères, les mammifères sauvages, il n'y en a plus que 4% ça ne constitue plus que 4% de la biomasse des mammifères. Et là, il y a 6450 espèces qui se distribuent ces 4%, peut-être un peu plus selon les estimations de nos amis taxonomistes de ce matin, hein. Bon, mais ça varie d'année en année. Les humains, c'est 36% en biomasse, et 60%, c'est les mammifères domestiques. Et ça fait 100%. Autrement dit, 96% des biomasses de mammifères, c'est nous et nos animaux domestiques. Ça, c'est pas rien, parce que même si on ne perdait pas d'espèces, vous imaginez, on prend tout le lit. Donc ça veut dire que si vous mettez un microbe là-dedans, il est forcément face à une masse génétiquement homogène. C'est du bonheur pour lui en termes d'incubation et de diffusion, hein. Donc c'est ce qui explique pour le moment les pandémies, notamment. Bon, oups, je vais trop vite. Non, c'est la machine qui va trop vite pour moi. Bon, ensuite, que voulais-je dire? Oui, ben c'est ça, hein. Donc, ah oui, puisque j'ai oublié de dire, bon, 71% des oiseaux, c'est les poulets maintenant, les poulets d'élevage, hein. Bon, c'est aussi intéressant. Donc, vous voyez, on est sans perte d'espèces, mais il y a des pertes d'espèces, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Sans perte d'espèces, on a une diversité qui diminue par la place mécanique qu'on occupe, hein. Alors, après, j'ai entendu dire, ah oui, mais la biodiversité, elle va se reconstituer. Oui, bien sûr, derrière, il y a le moteur darwinien de l'évolution, le jeu des mutations-sélection qui font qu'à un moment donné, de nouvelles espèces apparaissent toujours. Mais en tant que primate et en tant qu'homme humain, on n'a pas forcément gagné en avance. Parce que si on se compare à des microbes, on n'est pas très bon en termes de mutation, hein. Alors, vous voyez, par exemple, entre mon collègue Didier Hoquet, qui m'a donné l'idée de cette diapo, c'est pour ça que je l'ai mis, et puis Lucie, l'Australopithèque, il y a 3 millions d'années. 3 millions d'années, ça fait à peu près 160 000 générations. Ben, si vous prenez une bactérie, il lui faut 10 ans pour faire 160 000 générations. Donc, entre Didier et Lucie, il y a quand même des différences. Bon, il a fallu 3 millions pour les faire. Bon, ben, une bactérie, elle vous fait ça, elle fera même plus de différence en 10 ans, parce qu'il y a l'aspect quantitatif. On dit qu'on est nombreux 8 milliards. Mais 8 milliards, c'est que dalle en termes bactériens dans un intestin.
par exemple. Vous voyez que, par exemple, dans votre intestin, vous avez probablement, alors 10 puissance 13, ça fait des 1000 milliards, 3,9 fois 1000 milliards de cellules bactériennes ou, enfin, en tout cas microbiennes, dans votre intestin, c'est-à-dire à peu près autant de cellules que vous appellerez vos cellules. Mais finalement, ces cellules-là, elles sont aussi bien vos cellules, hein. Bon. Donc là aussi, au jeu du nombre, qui joue, qui multiplie les possibilités de mutation, nous, on a perdu d'avance, forcément. Donc, ce que deviendra la biodiversité après, dans le monde d'après, ben, on ne sait pas trop ce que ce sera, hein. Oui, bon, on va passer vite fait là-dessus. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on gère maintenant? Et je reviens au Nexus pour le coup. On gère une crise de biodiversité, c'est le sujet de votre colloque, hein. On gère une crise du réchauffement climatique. Au passage, réglons le problème du réchauffement climatique, 90% des problèmes liés à la biodiversité vont rester, hein. La cause majeure de la diminution de la biodiversité n'est pas le réchauffement climatique, même s'il y contribue à des égards. Les pollutions, alors là, on sait, c'est la bouteille à l'encre, parce que les effets directs des pollutions, bah, on commence à les toucher avec les insectes, hein, mais au niveau santé, etc. Et ce qui complique, c'est la santé mentale, pour nous, en tant qu'espèce en tout cas. C'est que ces différentes crises nous posent problème et que quelque part, vous voyez l'état apparemment psychiatrique de la jeunesse actuelle, mais même des vieux. Moi, je suis dans les vieux, bah, je ne suis pas pour autant heureux. Enfin, au sens, je me fais des soucis quand même pour le futur, hein, au moins pour le futur de mes enfants et de mes petits-enfants. Bon. Et donc, on a un problème. Alors, l'idée du nexus, elle est toute simple, c'est que les bonnes idées, en silo, elles peuvent tourner mal. Alors, il y en a, premier exemple, sortie de la guerre 39-45, Europe dévastée, la priorité a été d'augmenter la production alimentaire. On ne s'est pas occupé du reste. Donc, premier silo, le silo agricole. On a inventé l'agriculture conventionnelle qui a répondu à ce moment-là aux besoins. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais fait la même chose. Je vous rappelle que René Dumont était un productiviste forcené pendant enfin, jusque, je dirais, dans les années 60, hein, à peu près. Et après, il a vu où on allait. Mais bon, c'était bien typiquement une approche en Nexus. Autre approche, Nexus plus moderne. Pour le moment, on dit qu'il faut séquestrer du carbone. Sylvie nous le dit, séquestrons du carbone, bien sûr, bon, à cause du réchauffement climatique. Mais si on le fait n'importe comment, et c'est le problème de la compensation carbone, si je plante des hectares d'eucalyptus dans des zones qui sont extrêmement biodiversifiées parce que c'est des prairies sèches ou pas sèches ou enfin, d'autres types d'habitats, je vais gagner une séquestration de carbone au détriment de la biodiversité. Ou je peux le faire aussi sur des espaces dévolus à de la production alimentaire. Donc, reportant d'autant mes questions de biodiversité. Donc, séquestrer du carbone tout seul, ce n'est pas la bonne solution. Diminution des émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC a raison, on est d'accord, hein, je ne suis pas du tout climato-sceptique, hein, et encore moins climato-négationniste. Bon. Mais on nous dit de diminuer la consommation de vente. Oui, certainement. Mais si on le fait de façon aveugle, indifférenciée, en parlant d'élevage et non pas des élevages, parce que là aussi, il y en a plusieurs sortes. Ben, si on remplace par une agriculture intensive conventionnelle les zones d'élevage qui seront encore plus productrices de pesticides, de nitrates et de décarbonation des sols, on aura un problème. Moi, si le plateau du Jura, plutôt que de produire du comté, et Dieu sait si le comté n'est pas clean pour le moment, on met à la place un champ de maïs, je ne suis pas sûr qu'on va y gagner en termes de biodiversité. Bon. Et puis il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement. Sur le plateau tibétain, je travaille sur le plateau tibétain, je ne vois pas mes collègues éleveurs là-haut avec les yaks, ils ne vont pas faire du maïs, hein, pas tout de suite en tout cas. Bon, il faudra que ça se réchauffe encore un peu plus. Bon, bordure sahélienne, on n'y pense même pas. C'est-à-dire que même si le désert s'élargit, il y aura toujours une bordure, et dans la bordure, on ne va pas planter des carottes, hein. Bon, faute d'eau. Donc, vous voyez, tous ces problèmes-là fait que vous démontrent que agir en silo, ben, c'est un problème. Alors, cette évaluation Nexus, on a eu la chance d'avoir des économistes, bien sûr. Coucou, le monsieur qui fait de l'économie, voilà. Donc, ils nous ont aidés à faire ce qu'on ne sait pas faire. Moi, je suis un écologue de pure souche, quoi, hein. C'est à estimer le coût de l'inaction. Et selon eux, le coût de l'inaction est de 10 000 à 25 000 milliards de dollars par an. Alors, c'est-à-dire le fait de fonctionner en silo, donc de ne pas travailler dans le transversal. Alors moi, ces chiffres-là, ça ne me parle pas. 10%, enfin 10 000 à 25 000 milliards de dollars, c'est 10 à 25% du PIB mondial. C'est colossal. Enfin, bon. Et ils ont essayé de regarder ce que l'inaction allait provoquer. Eh bien, si on ne fait rien, ça coûtera 2 fois plus cher dans 10 ans pour la biodiversité.
Bon. Et si on regarde maintenant le changement climatique, eh bien, il y a 500 milliards de dollars supplémentaires qui s'ajoutent par an pour la mise en place d'une politique de lutte contre le changement climatique. Donc c'est un truc de fou. C'est des grandeurs qui m'échappent totalement, vu que mon compte en banque n'est pas du tout du même ordre, hein. Bon. Alors, je passe le constat, parce que le constat, je pense, les constats, vous voulez, c'est des constats partagés. La vocation de ces rapports, c'est aussi de produire des, alors on appelle ça des options, parce qu'on ne peut pas dire des solutions, puis on ne peut pas dire des préconisations, ni des recommandations, parce que ça serait interférer avec les États. Donc on fait une liste d'options qui sont scientifiquement validées pour avoir des effets sur ces approches qu'on souhaiterait transversales, hein. Alors, il y en a eu 71, alors je vous passe, on ne va pas les lire d'ailleurs, ça ne sert déjà à rien. Elles ont été groupées dans des dans des grands secteurs. Elles ne touchent pas que des trucs d'écolo, du genre il faut protéger tel habitat, etc. Il y a des problèmes d'alignement de financement, d'assurer des droits et l'équité. Par exemple, on s'aperçoit qu'en droit, dans les sociétés où le droit et l'équité est meilleur, en général, la biodiversité est plus grande, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de constats qui ont pu être faits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette roue, on peut revenir, par exemple, sur les endroits où comment dire, les options ont été plus fouillées. Alors, vous voyez, le W12, ça veut dire que c'est l'option 12 du chapitre Water, hein, c'est Manage Wastewater. Le H07, c'est le chapitre Health, donc Pollution Prevention, etc. Donc, on peut revenir aux sources pour les scientifiques, mais aussi pour les décideurs. Ils peuvent montrer ce qui est prouvé et ce qui n'est pas. Ce qui est plus intéressant et que j'adore, c'est ce tableau-là, qui lui est très pratique. Il dit, si vous prenez une décision, par exemple, vous voyez, en haut à gauche, Conservation Ecosystem, vous avez la B01 qui est Area Based Conservation, c'est bon, les aires protégées. Ça nous montre où sont les impacts. C'est-à-dire que, par exemple, la première B01, vous voyez que ça a un impact fort sur la biodiversité. Bien sûr que si on protège à un moment donné, il sera un impact fort. Un impact plutôt modéré sur l'eau, un impact plutôt modéré sur l'agriculture, sur la santé finalement plus fort que le reste, et puis sur le réchauffement climatique aussi. Mais vous voyez que vous avez aussi des choses qui sont contre-productives dans le rewilding, hein, c'est le réensauvagement, ça s'appelle. C'est la B08. Vous allez lire B08, ouais, facile, hein. Vous voyez que carrément, là, c'est négatif sur le système alimentaire. Tout simplement parce qu'on va protéger des zones ou les réensauvager au détriment de l'agriculture. Bon, alors il y a peut-être d'autres raisons derrière. Donc ces tableaux-là nous montrent que nous obligent d'une certaine manière à considérer pour chaque décision ce qui pourra être en quelque sorte. Oui, 5. Ok, ça marche. Euh, d'accord, ça marche. Voilà. Alors donc du coup, les options, ben, elles nous disent aussi dans ce rapport qu'il n'y a pas de solution, au sens il n'y a pas de recette. Bon, il y a des options, et que la mise en application de ces options, eh ben, pour le moment, on ne sait pas encore faire le transversal, et que ce transversal-là, eh bien, il faut que comment dire, le mettre en place. Et ce qui est encouragé, c'est plutôt le bottom-up, c'est plutôt le local, c'est plutôt à ce niveau-là, comment dire, avec derrière les questions de ce qu'on appelle upscaling, c'est-à-dire que si on fait quelque chose à une échelle locale, comment le transposer à des échelles plus larges et réciproquement. Donc, c'est ces questions-là, c'est un chantier qui est ouvert pour le moment, hein. Alors, petite illustration, puis après je passerai vite à la fin, hein, qu'est-ce que c'est cette histoire de Nexus? Ben voilà une approche classique, un barrage qui a été fait au Sénégal pour de l'irrigation, donc à vocation alimentaire. euh, donc développement de l'agriculture, ça a été une réussite, hein, mais qui a été fondé aussi sur l'utilisation de fertilisation minérale. Donc ces fertilisants minéraux, bien sûr, ont été lessivés, sont passés dans l'eau, donc on favorisait la prolifération d'une végétation submergée avec du coup la prolifération des animaux qui vivent dans cette végétation submergée. Donc, c'est deux sortes d'escargots d'eau douce qui, eux, sont porteurs de parasites qu'on appelle les bilharzies, deux espèces, et une augmentation de la schistosomiase humaine, deux catégories, intestinale et puis urinaire. Donc, l'approche classique, c'est d'appeler un médecin qui vous dit, ouh, on a un problème là. Allez, tous les gamins qui pissent rouge, on les met, pas à l'ambulance, ça se fait plus, mais au praziquantel. Mais les gamins ils vont se faire baigner, et puis 2 ans plus tard, ça sera pareil, etc. Et itérativement, bah, on résoudra un problème sanitaire d'une certaine manière, avec les formes de résistance qui peuvent apparaître, c'est pas si simple que ça, hein. Et finalement, c'est pas une résolution durable. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Ils ont trouvé que finalement, on chopait la bilharziose en mettant ses jambes dans l'eau au point d'eau, donc on a cherché de l'eau. Donc, enlevons la végétation submergée. Alors, enlever la végétation, ça peut poser des problèmes de biodiversité, j'y reviendrai, hein. Mais restons sur cette idée-là. Mais
Tant qu'il y a les sous, on va l'enlever la subvention, mais quand il n'y aura plus les sous, qui va le faire? Et la question qui a été posée, ben, elle a été posée aux agronomes et aux vétérinaires. Ils sont aperçus qu'avec cette végétation, ils pouvaient faire du compost qui était 64 fois moins cher en termes d'efficacité de fertilisant que le fertilisant minéral. Et puis, ils se sont aperçus aussi qu'on pouvait en faire un ensilage, en gros, donc de la nourriture animale. Du coup, le problème a été résolu, c'est-à-dire qui va enlever la végétation? Ben, c'est les paysans, puisqu'ils y ont intérêt. Donc, du coup, on a un système qui était gagnant à tout point de vue, gagnant pour les paysans, gagnant du point de vue santé. Ça a diminué effectivement la, comment dire, la prévalence de la bilharziose urinaire, moins pour l'intestinal. Et on s'est assuré par des études écologiques que ça n'affectait pas la biodiversité globale à l'échelle du barrage, hein, puisque c'était des prélèvements qui étaient ponctuels sur les points d'eau. Donc voilà une approche Nexus. C'est-à-dire ceux qui sont autour de la table, c'est toutes les parties prenantes, appuyées par des scientifiques venant de disciplines différentes. Alors je passe vite parce que apparemment je suis déjà au bout. J'ai vu évoquer One Health, c'est Sylvie qui l'a fait, je crois, hein, Une seule santé. Hein. Bah, effectivement, c'est une déclinaison. Alors, je vais passer trop vite, très vite là-dessus. Hein. C'est une déclinaison qui est un cas particulier de Nexus. C'est-à-dire que la crise pandémique, c'est pas une notion nouvelle, elle date de 2004. Hein. Et c'est comment dire, une convention de la Rockefeller Society qui a promu le mot d'ordre One World, One Health en 2004. Puis après, plus rien. Plus rien sauf dans les cercles limités. Mais on a eu la chance d'avoir une belle pandémie. Là, ça a secoué les gens. Et là, tout d'un coup, ils se sont réveillés en disant, waouh, il y a ce concept-là. Maintenant, on va pouvoir commencer à comprendre, mieux comprendre comment les pandémies se déclenchent. Donc, on a ce concept d'une seule santé qui agite pratiquement toutes les ARS de France, mais aussi à l'étranger. Je passe vite. Ça pose des tas de questions, notamment celle de la définition de santé des écosystèmes. C'est pas pour autant que la notion de santé humaine ou de santé animale est plus claire, si on revient sur les définitions OMS. Donc, il y a tout un débat à conduire là-dessus. J'ai combien là? C'est fini? 2 minutes. Alors, des systèmes complexes. Le problème qu'on a par rapport à cette idée de nexus, c'est qu'on a une sorte de perniciosité de la diversité des parties prenantes et de la complexité des problèmes, combiner des disciplines, combiner des échelles d'espace et de temps. Et en plus, diversité des parties prenantes, pas toujours formées à l'objet sur lequel ils doivent intervenir. Combien de fois je vois mélanger, là je suis à l'Union des rationalistes, donc je suis heureux de le dire, j'en ai marre que les animalistes nous fassent de l'écologie. Disent qu'ils nous en fassent, qui disent qu'ils font de l'animalisme. Après tout, c'est tout à fait respectable d'un point de vue philosophique, spirituel, enfin dites ce que vous voulez, mais qu'on ne prenne pas des prétextes d'écologie pour nous parler d'animalisme, et inversement. Oula. C'est bon. Donc, le problème, c'est que aussi la force de preuve, on n'est pas en physique là, hein, la force de preuve du biologique est quand même pas toujours facile. C'est-à-dire que vous avez des preuves qui peuvent être basses ou robustes, mais en même temps, vous devez créer des consensus sur les preuves quand il s'agit d'action. Donc, vous avez des consensus qui sont bas et élevés, ils peuvent être aussi bien sur des preuves robustes que sur des preuves basses. Et ça, cette variabilité du système, variabilité socio-écologique, j'allais dire, sociale du système, ben, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Je passe vite parce que là, on n'y arrivera pas. Bon, je passe vite aussi là-dessus parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, la morale de l'histoire, ben, c'est qu'on a une évaluation qui est intéressante parce qu'elle est approuvée par les 147 États membres en décembre, qui sont 150 maintenant, mais il y en a 3 qui sont montés dans le bateau, donc du coup ils approuvent. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour aller vers les États en leur disant attention, regardez ce qui est dit là, là, là et là. Après, c'est le juriste ou la juriste qui va nous dire que bon, bah oui, mais bon, hein, effectivement, ça pose un certain problème, mais c'est quand même plus robuste, comme pour le GIEC, que de parler sans avoir d'éléments scientifiques et de pondération de la parole scientifique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et voilà, on remet la discussion à place. Qui a déjà été présenté par le précédent intervenant. Bon, je vais juste rappeler qu'il était professeur à Paris-Orsay d'écologie et qu'il a été dans très nombreuses sociétés savantes, très nombreux conseils scientifiques à tous les niveaux en France, à différents niveaux, et qu'il est l'auteur de plus de 200 publications et d'au moins une trentaine d'ouvrages, je pense. Voilà. Maintenant, on va vous écouter. Un certain nombre d'éléments ont été apportés par les orateurs précédents relativement aux causes de l'effondrement de la biodiversité. Je vais simplement passer vite sur ce problème en rappelant quand même que l'effondrement de la biodiversité a commencé il y a longtemps.
à l'échelle humaine. Je passe sur les extinctions. En fait, l'extinction des grands animaux, mammifères et oiseaux, a suivi les traces de la colonisation des différentes régions continentales par l'homme. Et on constate, même si d'autres facteurs sont intervenus, on sait par exemple que la disparition des mammouths est aussi due à une réduction de surface de la steppe à mammouth, qui existe aujourd'hui encore, mais sur des surfaces plus restreintes, en Sibérie. Alors là même, on constate que les extinctions s'accélèrent depuis les temps modernes, hein, et il s'agit là uniquement d'espèces de grands vertébrés. N'oublions pas que les malgaches primitifs ont fait disparaître les oiseaux éléphants qui faisaient 3 mètres de haut et dont les œufs faisaient 20 litres de volume. Il n'y a pas que les grands mammifères. Alors, évidemment, l'IPBES a donné ses courbes. C'est les pourcentages d'extinction au cours depuis les temps modernes, le début des temps modernes. Et vous voyez cette accélération selon les grands groupes animaux. Elle est spectaculaire. Elle atteint au moins 1% par an, ce qui est tout à fait énorme. Tout à fait énorme. Alors, je passe sur l'Anthropocène. Le constat est que les espèces disparaissent à l'heure actuelle à une vitesse estimée parfois supérieure à 100 fois la vitesse entre guillemets naturelle d'extinction. Et que l'IPBES, 1 million d'espèces menacées de disparaître dans les prochaines décennies. Alors, en réalité, l'UICN, qui est l'organisme international chargé d'appliquer les sciences biologiques à la mise en œuvre de la préservation de la nature, c'est-à-dire des écosystèmes naturels et de leur biodiversité, a établi une hiérarchie du degré de menace sur les aires protégées qui vous a été présenté ce matin. Je ne reviens pas là-dessus. Et vous voyez que le risque d'extinction s'accroît parmi les espèces qui sont évaluées, hein, depuis avec des préoccupations jusqu'à éteindre l'état sauvage et au-delà. Alors on constate que le déclin dans certains groupes animaux est effrayant, en particulier des coraux. Cela a été évoqué précédemment, mais le déclin est aussi valable pour les oiseaux, les mammifères et plus encore pour les amphibiens. Alors, quelles sont les causes de l'effondrement de la biodiversité? Alors, deux causes majeures: le développement technologique fulgurant mis au profit d'une économie capitaliste mondialisée, entre autres, qui est intermêlée avec des choses comme le trafic de l'ivoire, etc. Il ne faut pas l'oublier, hein. Et l'explosion démographique de l'humanité, qui a été déjà évoquée, mais qui est aussi tout à fait spectaculaire. Les prévisions actuelles de l'Organisme des Nations Unies pour les populations donne au début du 21e siècle un effectif, disons, en moyenne de 11 milliards d'hommes, mais cela est énorme parce que les 3 milliards d'hommes à venir vont naître dans des pays où, pour la plupart, il n'y a déjà plus l'eau nécessaire pour irriguer les cultures elles-mêmes nécessaires pour nourrir cette bouche supplémentaire. Il faut le savoir. Et on en a vu quelques remous avec l'affaire de l'Ukraine et l'arrêt temporaire d'exportation de céréales vers l'Afrique subsaharienne. Alors, les technologies, évidemment, euh, ne serait-ce que le changement climatique actuellement très perceptible, jouent un rôle significatif, mais pas seulement. Il y a aussi dans nos sociétés la façon de consommer de façon irréfléchie, conduisant au changement des objets, non plus seulement quand ils sont usagés, mais quand ils sont passés de mode. Et outre cela, l'obsolescence programmée, il fait que pour un boulon, on ne peut plus changer un instrument qui va coûter 1000 fois plus cher que le boulon.
Alors voici la courbe déjà présentée, je ne la commente donc pas. Il s'agit d'une croissance qui n'a plus été exponentielle, mais hyperbolique. Je rappelle que dans la croissance hyperbolique, le taux de croissance s'accroît avec le temps, ce qui a été le cas jusqu'à une descente d'une date récente qui a été marquée par la Chine qui a résolu de stabiliser sa population et de façon efficace. Alors maintenant, l'Inde, effectivement, est dans la transition démographique, mais elle fait déjà 1,5 milliard d'habitants. Alors, les causes principales d'extinction ont été évoquées. Ici, je vous ai donné un diagramme qui différencie les espèces terrestres, les espèces des eaux continentales, essentiellement des eaux douces, et les espèces marines. Et comme cela a été dit précédemment, le changement climatique joue un rôle actuellement, mais il ne doit pas servir d'alibi parce qu'il est dans l'ensemble très minoritaire, en tout cas minoritaire par rapport à toutes les autres causes d'effondrement de la biodiversité. Un exemple de l'effondrement en Europe des milieux naturels, donc de leur biodiversité, la surface de la forêt hercynienne en Europe, c'est-à-dire une forêt de feuillus au début du Xe siècle et au début du XXe siècle. Quand on diminue par 10 la surface d'un écosystème, une équation biométrique très simple montre que la biodiversité diminue de moitié. Vous appliquez cela à l'Amazonie, où il y a probablement 4 millions d'espèces d'insectes, vous divisez par 10 la surface de l'Amazonie, déjà il y a 2 millions d'espèces d'insectes qui disparaissent. Et on est sur ce chemin. Sans compter les changements climatiques. Je vous rappellerai que dans les États proches de l'Atlantique, de l'Amazonie, qui ont été les plus déboisés, alors je vous parle, les précipitations annuelles ont été divisées par 2, entre autres. Alors, on a aussi en Amérique du Nord, envers le devenir de la forêt dite primitive, vous voyez qu'aux États-Unis, a été quasiment éradiqué. Pareil à Madagascar. À Madagascar, la cause est entièrement intrinsèque, c'est que la forêt de Madagascar est transformée régulièrement, peu à peu, en charbon de bois pour chauffer une population elle-même en croissance. La population de Madagascar est actuellement 4 fois plus nombreuse qu'en 1939. Autre chose, le développement à vaste échelle des cultures d'exportation. J'ai pu voir moi-même à Bornéo d'immenses surfaces de forêts primitives, pluvieuses, tropicales, là où la biodiversité mondiale continentale est à son maximum, transformée à perte de vue en des plantations de palmiers à huile, c'est-à-dire on remplace 200 espèces d'arbres à l'hectare par une espèce sur 17 millions et demi d'hectares du nord de la Malaisie ont été convertis en plantations de palmiers à huile. Et je parle pas de Kalimantan, c'est-à-dire de Bornéo, qui est plus grand encore. Hein. Alors, conséquence, eh bien, la perte de biomasse de la biodiversité animale sauvage est absolument spectaculaire. Les grandes espèces de mammifères ont été pratiquement évacuées, à la fois pour la consommation de protéines animales. À l'heure où je vous parle, le Congo consomme essentiellement des protéines animales provenant de ce qu'on appelle la viande de brousse, c'est-à-dire les animaux sauvages sont systématiquement tués par du braconnage et vendus sur les grands marchés, y inclus de Kinshasa. Donc, vous voyez, les grandes espèces africaines, eh bien, là, vous avez envers l'ère ancienne, l'ère nouvelle, l'ère actuelle sont quelques petits points rouges. Hein. On estime que du temps de Darwin, il y avait au moins 25 millions d'éléphants en Afrique. À l'heure actuelle, la population de l'éléphant des savanes est estimée très probablement de l'ordre d'entre 200 000 et 300 000 individus, pas plus. En 1970, il y avait encore 2 millions d'éléphants des savanes.
Alors, un facteur essentiel de perte de biodiversité, c'est la dégradation des formations végétales, en particulier des forêts. Et vous avez un exemple aux États-Unis, dans le Wisconsin, qui est un des États près des Grands Lacs, hein, au sud des Grands Lacs. Vous avez la forêt caducifoliée d'arbres à feuilles caduques en 1831, où il y avait entre autres le pigeon migrateur, dont il existait des milliards d'individus. Et l'espèce s'est éteinte en 1915 aux deux eaux de Cincinnati. Et voyez la fragmentation des habitats. Les chasseurs coupaient les arbres sur lesquels il y avait, parce que c'était une espèce coloniale, vous avez des arbres couverts de nids de pigeons migrateurs, et les chasseurs coupaient les arbres pour prendre les jeunes à maturité au nid. Évidemment, pour une forêt, c'est pas ce qui est optimal pour sa conservation. Donc, vous voyez la comparaison entre 1831 et 1950. La fragmentation des habitats, c'est une cause essentielle de disparition des espèces parce que les populations résiduelles sont petites, elles sont livrées à la consanguinité et elles finissent par s'éteindre par elles-mêmes. Alors, la surexploitation des peuplements animaux, c'est quelque chose d'important aujourd'hui encore, en particulier pour les espèces les plus spectaculaires d'oiseaux ou de mammifères, mais aussi de poissons. On a parlé de la surpêche. La surpêche dans les mers tropicales en particulier a un effet dévastateur sur la biodiversité parce que les techniques utilisées sont absolument hallucinantes. Dans tout l'Indo-Pacifique tropical, sauf en Polynésie, on fait pêche au cyanure. C'est-à-dire que le plongeur, pour attraper les animaux, les poissons vivants, qui sont surtout exportés en Chine et au Japon, où on mange des poissons vivants. Ouais, ils mangent cru des poissons, mais c'est comme les Romains qui achetaient des rougets surmulés venant en charbeux du port d'Ostie à Rome, dans des grands bacs d'eau de mer. Ils les mettaient dans un grand bocal, ils les voyaient mourir parce qu'ils changent de couleur au cours quand il manque d'oxygène, et puis il est dévoré. La surpêche, en particulier en Méditerranée, qui est une mer ancienne, sévit depuis longtemps, mais elle est généralisée à l'ensemble des grandes régions halieutiques du monde, selon, selon la FAO. Alors, je viens de parler rapidement des éléphants, je passe. La même chose pour les grands cétacés, hein. Le grand rocal bleu, dont vous avez montré un exemplaire, il y avait, on estime, 200 000 exemplaires en 1900 dans l'océan Austral. Quand on a arrêté la pêche en 1962, il n'y en avait plus que 2000 exemplaires au maximum. Et autre indice de la surpêche, c'est la diminution croissante de la profondeur à laquelle se font les prises de poissons. Évidemment, les espèces invasives jouent un rôle absolument majeur dans la réduction des populations d'espèces autochtones. Et il s'agit aussi d'espèces végétales. Par exemple, tous les cours d'eau, les lacs tropicaux sont envahis par des jacinthes d'eau qui ont été introduites d'Amazonie, d'abord, entre autres, au Vietnam, dans le jardin botanique de Hanoï au début du XXe siècle. Euh, la, la- la perche du Nil, introduite dans le lac Victoria, a fait disparaître, on estime, 200 espèces des cyclidés, poissons endémiques du lac Victoria. Alors, actuellement, les pesticides, j'ai joué un rôle significatif pour que la France, au moins sur le papier, interdise les insecticides néonicotinoïdes que vous avez dit, néonicotinoïdes que vous avez là. L'effondrement est patent depuis 1992, année où les néonicotinoïdes ont été mis sur le marché pour les usages agricoles. Comme le temps moyen de séjour dans les sols est de 5 ans, une fois que la récolte est faite, on peut laisser en jachère, mais tous les insectes qui vont butiner les fleurs, quelle que soit l'espèce de plante, vont mourir. Et conséquence déjà évoquée, vous avez l'effondrement de la biomasse d'insectes, même dans des aires protégées, ici en Allemagne, vous voyez. La biomasse d'insectes dans cette aire protégée est estimée avoir baissé de près de 80%
en une trentaine d'années. Alors, pourquoi préserver la biodiversité? Il existe de très nombreuses raisons. Des raisons matérielles vitales, associées ou non aux services écosystémiques que vous avez évoqués, raisons culturelles et esthétiques, qui sont évidemment aussi anthropocentrées, raisons scientifiques, vous avez évoqué les neurones géants des calmars pour la découverte tout simplement des mécanismes de la conduction nerveuse. Mais il existe bien d'autres exemples, entre autres que vous avez cités, sur l'importance scientifique pour la recherche, non seulement fondamentale, mais appliquée. Rien ne nous dit qu'à l'heure actuelle, il y a en Amazonie une plante qui a un principe antibiotique actif qui soit le plus puissant contre le bacille de la tuberculose que tous les antibiotiques existants. Cette plante peut disparaître. Les raisons éthiques, elles sont discutées, elles ne sont pas discutables à mon avis. On ne met pas à la poubelle les œuvres de Mozart. Et elles peuvent être biocentrées, donc je reviendrai très rapidement là-dessus. Alors, les services écosystémiques, je les rappelle, vous avez les services d'approvisionnement, les services de régulation, entre autres climatiques. La destruction des forêts tropicales, c'est très simple, on va transformer l'Amazonie en un désert rouge parce que dans les régions tropicales, la forêt, par un phénomène d'évapotranspiration, est à l'origine de 80% des précipitations. Vous coupez la forêt amazonienne, on va passer de 2 mètres d'eau par an à environ 300, 400 millimètres au mieux par an. C'est le Sahel, ça. Hein. On le démontre avec les isotopes lourds, mais j'ai vraiment pas le temps de vous expliquer ça. Alors, il y a les services de régulation, évidemment, ça a été évoqué, services culturels et éducatifs, les services de support aux écosystèmes, évidemment, ne serait-ce que parce que la formation des sols, c'est quelque chose d'essentiel au point de vue service écosystémique. Alors, vous avez là un schéma qui montre l'interaction des services écosystémiques avec les besoins humains et aussi l'influence des facteurs indirects de changement sur les services écosystémiques et ainsi que les facteurs directs de changement. Mais je sais que je suis limité en temps, je ne vais pas détailler ce diagramme. Alors, la biodiversité pour l'alimentation humaine, eh bien, vous en avez entre autres les pollinisateurs, j'en ai parlé rapidement, mais il faut savoir que les abeilles ne pollinisent qu'une petite partie de l'ensemble des plantes cultivées. En masse de production alimentaire, 35% de la production alimentaire dépend des pollinisateurs. Vous éliminez les pollinisateurs, vous voyez, c'est une famine généralisée déjà. Mais il faut savoir que c'est 60% des espèces de plantes alimentaires cultivées en Europe et 80% dans les pays tropicaux. À ceci près qu'il s'agit d'espèces qui vont produire des fruits, etc., qui ne seront pas pas le riz ni le blé. Alors, un problème particulier pour la protection de la biodiversité, ce sont les centres de biodiversité des plantes cultivées. Ces centres, ils sont connus. C'est le russe Vavilov qui les a le premier décrits. Il avait fait une banque de graines à Leningrad qui a disparu pendant le siège de Leningrad. Hein. Elle a été consommée dans les années 42-43. Mais le problème actuel, c'est qu'il faut préserver, mettre des aires protégées dans ces centres parce qu'ils sont stratégiques à l'heure où on fait des OGM et le nombre de variétés cultivées a décru comme peau de chagrin. Un exemple de l'utilité des espèces sauvages dont sont issues les espèces cultivées, c'est le sauvetage de la culture de manioc dans les années 60 grâce à un manioc sauvage qui vivait de façon relictuelle dans quelques vallées du piémont des Andes. Et on a pu, en recroisant cette espèce avec le manioc cultivé, sauver le manioc de maladies cryptogamiques, des rouilles, qui étaient en train de détruire la culture du manioc, entre autres en Afrique, où c'est la principale plante alimentaire en Afrique subsaharienne.
Alors, on a aussi le rôle de la biodiversité sauvage pour les médicaments. Je passe rapidement ce tableau. Vous voyez qu'aussi bien les plantes que les animaux, les champignons, les bactéries, les organismes marins, etc., sont à l'origine de substances utilisées pour la santé. Et si je donnais un tableau actuel, parce que ça, c'était au début des années 2000, on se rendra compte que le nombre d'espèces sauvages qui servent à la santé publique a bien augmenté depuis. Un exemple, c'est la pervenche de Madagascar, là encore, une espèce protégée, une espèce menacée, qui vivait dans quelques vallons profonds, sauvée de l'incendie de la forêt occidentale de Madagascar, qui a été totalement détruite par l'incendie. Et cette plante s'est avérée renfermer deux substances, la vinblastine et la vincristine, qui sont utilisées de nos jours comme anticancéreux contre des leucémies sanguines et des lymphomes. Leurs raisons esthétiques et récréatives, on les connaît toutes, hein, pas seulement les sports de nature, mais simplement la marche dans la nature, c'est vastement répandu. Des raisons culturelles, quand on pense à la place de la nature non seulement dans la littérature, mais dans la pensée philosophique humaine. Des raisons éthiques, parce que est-ce que l'homme peut s'arroger le droit d'éradiquer, de faire le génocide de ce qui est autour de 4 milliards d'années d'évolution? On en est là. On en est là. Alors, parmi les justifications éthiques, il y a ce diagramme qui montre l'extension de la considération pour ce qu'est la biodiversité au plan éthique, depuis l'individu jusqu'à l'ensemble de la biosphère, en passant par l'ensemble des peuples du monde. Il y a une extension des droits, on a assisté à une extension des droits, et d'abord, droits de l'homme universels, tels qu'on les conçoit maintenant, mais au-delà, puisque certains philosophes parlent à juste titre du droit de l'animal, ce qui n'a rien à voir avec les animalistes. Alors, bon, comment préserver la biodiversité? Vous avez différentes mesures ici. Mesures juridiques d'abord, et puis aussi, effectivement, dans la nature. Alors, de nombreuses conventions internationales réglementent la biodiversité. Ramsar pour les zones humides, la Convention de Bonn, la Convention de Berne qui protège les habitats naturels et la faune, y compris les ours et les loups, que le gouvernement français a déclaré de contrôler, de faire une régulation des populations. La Convention de Rio, dont on a parlé évidemment, qui est une convention mondiale des Nations Unies. Alors, la COP 15 a précisé un ensemble des choses. Alors, la COP 15, c'est la COP 15 pour la Convention de la biodiversité, comparable à la Convention pour le réchauffement, contre le réchauffement climatique. Alors, dans la COP 15, on voit de nombreux engagements, en particulier les 23 cibles déjà évoquées, dont protection de 30% des terres émergées, des eaux intérieures, restauration des écosystèmes émergés et des écosystèmes et financement. La COP 16, qui est la plus récente, c'est le 19 décembre, il y a une erreur, hein, c'est le 19 décembre 2024, pas 2022. Bon, il y a eu quelques compléments à la COP 15 de Montréal, en particulier stratégie des financements, parce que les fonds de Montréal avaient été plus ou moins n'avaient pas été débloqués, associer les peuples autochtones à la préservation des écosystèmes, ce qui est essentiel eu égard à leur vision de l'importance de la biodiversité. Alors, il faut hiérarchiser les niveaux de conservation. C'est l'iceberg de la conservation qui a été un peu évoqué par notre juriste. Vous avez ce qui émerge, c'est la conservation in situ, dans des zoos, dans des jardins botaniques, etc. Ça a permis de sauver des espèces. Mais on ne peut pas faire des zoos en arche de Noé. Par exemple, le risque d'Arabie, qui était chassé par les magnats du pétrole avec des autos décapotables avec une mitrailleuse sur le toit,
avait été éradiquée et les Américains ont sauvé quelques individus, élevés dans l'Arizona et retournés dans les années 70 en Arabie. Alors, la préservation in situ, ce sont les aires protégées. Il y en a six catégories de la plus stricte à la moins efficace. Les réserves naturelles strictes, par exemple en France, la réserve naturelle nationale de Camargue, les parcs nationaux, qui sont, eux, ouverts au public, les monuments naturels, les réserves naturelles de biodiversité, les zones de paysage protégées, c'est-à-dire les parcs naturels régionaux français, qui ne sont que des zones de paysage protégées où la biodiversité entre nous n'a pas grand-chose à voir, hein. Et les aires de gestion de la productivité, on réglemente la pêche et la chasse sans plus. Alors voici un peu la répartition mondiale des aires protégées. On constate qu'en milieu océanique en particulier, ce n'est pas tellement brillant par rapport aux 71% et quelques de surface de l'océan mondial. Et un autre point qui est problématique, c'est que là, vous avez les 36 points chauds de la biodiversité mondiale, 3% de la surface des terres émergées, plus de 50% de la biodiversité sont des points chauds de la biodiversité. Pourquoi? Parce que certains ont un endémisme, c'est-à-dire que des espèces, parfois de plantes, ne vivent que sur quelques dizaines d'hectares au maximum, hein. Donc c'est là où il faut faire absolument et au plus vite des réserves intégrales. Alors d'autre part, il faut la protection de la nature en dehors des aires protégées, l'essentiel. Alors d'abord, il y a faire des relais faisant des corridors pour éviter justement le problème de la fragmentation des habitats dans les aires protégées, c'est-à-dire faire des corridors avec d'autres types de zones où la biodiversité est quand même protégée, type Natura 2000, ou arrêter de biotopes en France. Et d'autre part, euh, il y a tout le domaine, essentiellement l'espace rural et la foresterie, où il faut changer une véritable révolution et entre autres passer à l'agriculture biologique, dite doublement écologique actuellement, sur laquelle l'INRA en France travaille de plus en plus. Alors, l'IPBES a fait une mise en garde mondiale sur la biodiversité en 2019 qui reste entièrement valable, évidemment, plus que jamais. Et l'IPBES, dans Nexus, a présenté à nouveau un ensemble de points forts, restauration écologique, renforcer la résilience des écosystèmes, créer des zones marines à protection forte. L'océan au large n'est pas protégé, en dehors des ZE. Replan TDE, évidemment, et restaurer la naturalité, parce que j'ai vu partout dans le monde, j'ai eu la chance d'aller dans 85 pays différents, partout les haies sont ratatinés, hein. Accroître la protection et la restauration des zones humides, qui sont des zones de très haute biodiversité. Que faire? Eh bien, je vais très vite. On ne peut pas faire la nature bunker comme là, une aire naturelle, une réserve naturelle intégrale, et puis tout le reste a été ratatiné. Alors, quels sont les obstacles? Eh bien, à mon avis, l'économie mondialisée capitaliste est dans une phase qui constitue un obstacle majeur, euh, parce qu'il y a une antinomie intrinsèque entre préservation de la biodiversité et surexploitation court-termiste de cette dernière. Alors, j'ai cité la démographie humaine et les obstacles philosophiques existent aussi dans les esprits. Certes, la plupart n'ont plus la vue de Descartes, où l'homme reste maître et possesseur de la nature. Et je cite ici une page du discours de la méthode. L'anthropocentrisme est un obstacle majeur aussi, parce que l'on voit, et cela se voit aussi au travers des services écosystémiques, la biodiversité n'est conçue que comme quelque chose d'utilitaire. Et on va vers une éthique biocentrée qui dépasserait les éthiques limitées seulement à l'homme. C'est-à-dire que, vous voyez, ça remonte à Plutarque, mais des penseurs actuels, des philosophes actuels, j'ai cité Morisot et Corinne Peluchon,
On pensait donc au droit animal, par exemple, mais pas seulement pris au sein bien au-delà des animaux domestiques. Alors, en conclusion, quel soit le scénario pour l'humanité et pour la biosphère, bien, vous voyez qu'on a le choix entre un dépassement volontaire de l'Anthropocène en bas et business as usual, continuer, et on arrive là. Dans le premier cas, on sauvegarde la biodiversité planétaire et même on la restaure. Et dans le cas où on continue sur la tendance actuelle, eh bien, on va éliminer, il restera plus que quelques animaux anthropophiles et le monde sera entièrement cultivé, si tant est qu'on pourra continuer à cultiver partout comme on le fait actuellement. Voilà, je vous remercie. Si vous permettez, Monsieur le Président, vous m'avez demandé d'exposer le monde en 5 minutes. Non, mais je sais bien. Étant Marseillais, je galère. Une question à propos IBES. Parce que finalement, bon, IBES, c'est bizarre, mais IBES endurci sur le PB, c'est bon. aussi de l'IBES, de perspective par les politiques français, par exemple, vont avoir participé aux élections. Bon, là, c'est une question directe. Bon, les rapports de l'IBES, le RECO, il est plutôt sur les CBD, les conventions sur la diversité biologique. Euh, En France, on a la Fondation pour la recherche à la biodiversité, qui est en gros le guichet de l'IBES et qui se charge de faire de la publicité, au moins dans le monde scientifique, possiblement vers les politiques. Il y a 2 jours, j'étais au ministère des Finances, mais dans l'amphi, ce n'était pas les finances c'était un colloque qui était accueilli justement sur les résultats du rapport Nexus. Non, je ne suis pas optimiste du tout, clairement. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour le moment, les politiques n'ont pas la culture qui leur permettrait de comprendre ce qui se passe. Et je parle au niveau national, parlementaire et ministre. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis plus optimiste, par contre, au niveau des locaux. C'est au niveau des conseils régionaux, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, et voire encore plus localement. Donc, initiative citoyenne. Mais on est dans une période pour le moment où il y a une forme d'immobilisme politique, il y a un poids des lobbies qui est conséquent. On voit bien la loi du plomb qui va être votée à la fin du mois. Vous la citiez, c'est une régression considérable. Il y a d'autres régressions que vous avez citées. On n'est pas du tout dans le sens des rapports de l'IBES, là, pour le moment. Oui, oui, c'est un peu l'impression qu'on a. Hein. Voilà, donc le GIEC, il est à peu près entendu, mais on voit même qu'on n'arrive pas à. Les objectifs de l'accord de Paris sont maintenant, ne seront pas atteints, c'est acté. Hein. Donc on va aller au-delà de 1,5 degré, vous voyez déjà ce que ça donne ici. Mais pour la biodiversité, ça paraît toujours pour beaucoup une histoire de petites fleurs et d'écolo. Ce que nous disait dans les scénarios que nous montrait François, là, ce qui est intéressant, c'est que le premier scénario, on se dit, oui, il n'y aura plus que de l'agriculture, etc. Non, il n'y aura pas plus que de l'agriculture, il y aura des champs qui seront dévastés par des épidémies parce qu'on aura des clones en culture, parce que ce ne sera pas de l'agrobiologie à ce moment-là. Hein. Et dans ce cas-là, c'est la survie de l'humanité qui est en cause. Je crois qu'il faut mettre les mots là où ils sont. C'est pas une histoire, c'est pas simplement un choix de vie, c'est un choix de non-vie dans ce cas-là. Si on va vers ce scénario-là, vous le voyez bien, dès lors que vous avez un appauvrissement génétique, une diversité qui est moindre, vous avez une expansion de biomasse des espèces opportunistes, parce qu'on est dans un système thermodynamique qui est finalement assez équilibré. S'il y a un vide, ben, il est rempli. Et ces zones-là sont des zones qui sont très difficiles à contrôler. Regardez l'agriculture intensive. Il faut de l'eau, il faut des intrants chimiques qu'on sera plus capable de produire parce qu'on n'aura pas l'énergie pour les produire, parce qu'on aura épuisé les ressources carboniques et même nous auront aidé à réchauffer. Donc, vous voyez, on va être avec des crises de l'eau manifestes. Donc, le premier scénario, c'est un scénario qui pose la question de la survie de l'humanité. Alors après, les autres, on peut discuter, il y a une gradation.
Mais bon, là, pour le moment, on parle de climato-scepticisme, mais il y a je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, mais le biodiversito-scepticisme ou Oui, oui, biodiversito-négationnisme, il existe, hein. on dirait. Oui, voilà, je suis un peu long, mais parce que je suis énervé, hein. Les sols seront morts, il n'y aura plus de carbone dans les sols, ils ne retiendront pas l'eau, les sels minéraux, il n'y en aura pas non plus. Et ceux-là, on les retrouvera dans les rivières et dans la mer. met la tête dans le sable quand on constate tout de même que la régénération de la biodiversité a l'air tout de même plus facile que la régénération du CO2. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire si on lâche le pied, effectivement, ça revient, mais les espèces disparues, on ne les reconstituera pas. Alors que pour ce qui est du climat, alors avec les gros bémols, c'est lui, vous me corrigerez, hein, mais quelque part, à échelle de temps long, si on arrête d'émettre et qu'on réabsorbe, bien entendu, il y a une réversibilité, un certain degré de réversibilité, même pas. En tout cas, je vois plus fort, ou moins plus fort, que pour la biodiversité, parce que les milliers d'espèces qui sont disparues, celles-là, il faudra on ne sait combien d'années pour les rebâtir. Mais ceci dit, rassurez-vous, la vie continuera. Voilà. La question, elle est là, en fait. C'est la question de l'habitabilité de la Terre Pour les hommes. pour les hommes. Alors en réalité, un aspect important de la perte de biodiversité en milieu continental, c'est le rôle de la biomasse animale des sols dans la génération des sols et en particulier dans la formation du complexe argilo-humique. Les animaux comme les vers de terre jouent un rôle essentiel. Il ne faut pas oublier qu'en l'absence de traitement aux néonicotinoïdes, en Europe, la biomasse de vers de terre est supérieure à la biomasse humaine parce qu'on arrive à plus d'une tonne de vers de terre par hectare. C'est ça. Et il n'y a pas que les vers de terre, il y a des quantités d'insectes qui interviennent dans la transformation des végétaux morts en fragments qui sont entre autres humifiés par les vers de terre. S'il n'y avait pas ces insectes qui mangent des feuilles mortes, en gros, eh bien, les vers de terre ne pourraient pas se nourrir, sauf un groupe d'entre eux, les anéciques, enfin, je ne vais pas me lancer là-dedans, ils vivent en surface. Oui. Ce ne sont pas eux qui sont les plus importants. En gros, 90% de la respiration du sol, ça peut être mesuré, ça, globalement, c'est des bactéries, des micro-organismes, des champignons. 10%, c'est ceux qu'on cite, mais qui sont en biomasse importante. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une biodiversité dont on ne parle pas. J'aime bien, je crois que c'est Baptiste Morisot qui a trouvé le terme de se réconcilier ou de faire une alliance avec l'invisible. Quelque part, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette biodiversité dont on ne parle pas, on parlait des éléphants, etc., ça c'est clair, mais et sa perte, on ne la quantifie pas, on la quantifie un peu pour les insectes, mais ils ne sont pas totalement dans l'invisible, mais les microbes, c'est quelque chose de fondamental pour la production agricole, entre autres, pas que bien sûr. Tout à fait. J'ai adoré votre diagramme. Vous avez fait un effort pédagogique extraordinaire. Prendre 5 colonnes sur les différents aspects et en montrant les différents impacts, on voit tout de suite que bon, il faut choisir Si on doit faire un choix, il faut aller voir ce qui a un effet transverse, hein, voilà, la mangrove, etc. Est-ce que c'est entendu? Ou alors c'est simplement oh, c'est trop compliqué votre truc ou je sais pas. Enfin, quelles sont les réactions? C'est difficile à dire. Ça a été éprouvé par les États en décembre. On est 6 mois plus tard. Le temps que ça percole au niveau au niveau national, on va dire ça comme ça, dans le climat actuel, pour le moment, je considère que ce n'est pas entendu du tout. Bon, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. C'est important de prendre date, que les choses existent. Maintenant, la mesure de ce qui sera fait, on ne pourra la voir que dans quelques années. Oups, excusez-moi. C'est une histoire de... Non, mais c'est clairement effectivement très très important parce que la description de l'ensemble de ces interactions, c'est tellement compliqué que si on n'est pas spécialiste, et même si j'ai bien compris que vous deviez être beaucoup pour pouvoir produire ça, il faut bien quelque part de voir quels sont les leviers les plus efficaces. Et c'est ce que vous commencez à proposer. Alors oui, mais de manière transverse. Je ne vous ai pas tout dit. Avec le rapport Nexus, parce que moi j'ai répondu à la commande, rapport Nexus, je ne me suis pas aventuré sur un deuxième rapport qui a été produit en même temps qu'on appelle le Transformative Change Assessment. C'est-à-dire qu'il lui regarde les leviers qui permettent
de mettre en place le Nexus. Et là, qu'ils le regardent de point de vue sociopolitique, clairement. Donc, c'est un autre rapport. Je ne m'en suis pas fait le rapporteur parce que là, c'est vraiment pas ma compétence. J'aime bien être aux marges de ma zone de confort, mais quand même, il y a des limites, quoi. Et donc, ces deux rapports sont complémentaires. Moi, la question que je me pose surtout, c'est est-ce qu'ils vont servir à caler des tables de nuit ou pas? Des conférences à la FNSEA, ça c'est bien. Oui. Serait courageux, sinon héroïque. Non, 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 mais alors, oui, mais en local, je le fais. Je travaille avec le monde agricole. Mais c'est plus facile de discuter en local que dans les positions nationales. Oui. Là, on peut avancer. J'ai pu faire des trucs effectivement, vous savez, le renard que je voulais vous montrer, la vidéo, c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire en local. Bon, on n'a pas le temps. Bon, voilà. L'autre donnée qui m'a sidéré, c'est dans les mammifères, l'homme qui représente 36% de la biomasse et le cattle, enfin, L'homme et la femme, hein. Quoi, et nos animaux, 60%. Donc, Ouais. 96%, C'est ça. c'est nous et tout. Ça, Mais c'est vraiment si vous voulez totalement d'autres chiffres, les artefacts humains dépassent maintenant la biomasse. C'est-à-dire que si on pèse tout ce qu'on a produit en béton, en ferraille, tous les artefacts humains, c'est une publique qui date d'il y a 2-3 ans, dépassent en masse la biomasse. Bon, on fait, Ouais, la biomasse totale. Donc, ça vous dit une idée de l'impact. on peut va vous peut-être, remercier infiniment. merci.